Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Accès Direct. 30 minutes d'actualité, d'information, de découverte en Savoie-Mont-Blanc. Il est 18 h, vous êtes bien sûr 8 Mont-Blanc. Je vous rappelle que ce programme est interactif. Vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions, vos commentaires avec le hashtag Accès Direct. Rendez-vous sur notre page Facebook. Au programme de ce mardi soir, nous ferons le point sur la grande journée de mobilisation sociale avec Kimberly Tridio et Emmanuel Jaude qui étaient sur place. Vincent Poirier de BD Fugue viendra pour sa chronique mensuelle. Et en fin d'émission, je recevrai Béatrice Griot, magnétiseur et géobiologue. Salut Fanette. Salut Sam. Alors cette semaine, c'est toi qui prends le journal. Annecy n'a pas échappé à la règle, à la mode de la mobilisation sociale avec une grande manifestation. Voilà, c'est la 3e journée de mobilisation pour les fonctionnaires depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence. Ils étaient près d'1 millier, que ce soit à Chambéry ou à Annecy. On a été dans le défilé à Annecy. D'ailleurs, les téléspectateurs, on peut suivre ça en direct sur notre page Facebook. Et donc, il y aura un reportage tout à l'heure dans le JT. On prend direction de Genève avec une épicerie participative qui vient d'ouvrir. Voilà, et c'est une première, ça fait à peu près 2 mois, donc une épicerie participative. C'est-à-dire que pour être client, il faut être copropriétaire, donc participer à la coopérative. C'est une épicerie où on trouve des produits bio et issus des circuits courts. Elle s'appelle Le Nid et Jean-Paul Crespi a été y faire un petit tour. On en profite, on enchaîne avec la revue de presse. On parle des municipales. Les municipales, c'est en 2020, mais ça commence déjà à bouger en coulisses. Ça commence déjà, donc ça promet. Donc là, c'est un article à lire dans le Figaro. Donc les Républicains se penchent déjà sur la question, puisque c'est un enjeu national d'avoir le plus possible d'élus locaux. Et surtout qu'En Marche pourrait bien jouer un peu les troubles-fêtes. Et en fait, on parle de cet article-là dans notre revue de presse. Il y a Guillaume Giboin, qui est le référent départemental d'En Marche en Haute-Savoie, qui est cité. Et clairement, il cherche ouvertement des candidats. Pourquoi pas des élus d'autres partis aujourd'hui. Donc je pense que voilà, il y a des tractations, ça doit y aller sévère. On en reparlera bien évidemment. On en reparlera avec plaisir. Et puis des images de la Clusaz à présent avec la reprise des Emmontagnés. Voilà, c'était une petite vidéo publiée sur Twitter, sur le compte de l'Office de tourisme de la Clusaz aujourd'hui. Donc il y a les Emmontagnés qui ont commencé, donc c'est l'inverse de la descente des alpages, donc c'est les vaches qui retournent en alpage d'été. Et donc les participants, les gens peuvent participer à ces Emmontagnés à la Clusaz et la prochaine, ce sera pour le 26 mai. Et puis toi, on va reparler du Lyon-Turin. J'ai l'impression qu'on fait ça toutes les semaines. Toutes les semaines. Oui, puisque on peut se poser la question de savoir si le Lyon-Turin a-t-il du plomb dans l'aile. En tout cas, c'est ce que pensent beaucoup de personnes avec l'arrivée au pouvoir des eurosceptiques du côté de l'Italie. La coalition au pouvoir qui réunit le mouvement 5 étoiles, un mouvement qui se dit anti-système, et la Ligue prévoit la renégociation de cet axe ferroviaire long de 57 km, je le rappelle. Les dirigeants du mouvement 5 étoiles qui se revendiquent, donc je l'ai dit anti-système, ont imposé ça dans leur programme, la renégociation, voire la suppression, voire l'arrêt complet de ce projet. Donc c'est vraiment un coup de tonnerre. Pour l'instant, on en est encore au stade de supputation, mais on verra ce que ça peut donner. Ils ont d'ailleurs participé, donc ces dirigeants du mouvement 5 étoiles, à une manifestation anti-Lyon-Turin ce week-end. Donc ça prouve que c'est un dossier qui est bien avancé, on verra ce que ça va donner. Et puis alors côté français, je viens de le voir là avant de rentrer en plateau, donc j'ai pas encore tout en détail, on en parlera dans le JT demain, mais il y a une 60aine d'élus français ce coup-ci, donc pas mal de parlementaires savoyards, qui ont écrit à Emmanuel Macron pour que l'État français garantisse les accès. Là aussi on a souvent l'occasion d'en parler, donc voilà. On n'a pas fini d'en parler. On n'a pas fini d'en parler. Et puis les automobilistes annéciens vont être soulagés. Voilà, on va dire une petite bonne nouvelle pour les Annéciens, puisque selon nos confrères de l'Essor savoyard, le stationnement payant dans le secteur des Romains, ce n'est pas pour tout de suite. On a beaucoup parlé là aussi, d'abord annoncé pour le 1er janvier 2018, puis repoussé au 1er juillet 2018. Cette mesure devrait encore prendre un petit peu de retard, elle devait être repoussée de quelques mois. La raison, pour le moment, la ville n'a pas encore trouvé toutes les solutions alternatives pour soulager les habitants, les clients des commerces et les salariés qui viennent se garer dans ce secteur très prisé par les automobilistes. Donc on verra ce que ça donne. Le mois prochain, Jean-Luc Régaud, maire de la commune nouvelle d'Annecy, va présenter un nouveau plan de mobilité. Il y a notamment un projet de création de nouveaux parkings qui devrait être annoncé. On parle de 3 nouveaux parkings, donc ça devrait pas mal bouger. Merci, Fanette. On en reparlera. Merci, Fanette. À tout à l'heure. On passe à notre rubrique L'Info en plus.
Allez, aujourd'hui, on va parler de la manifestation. On l'a vu tout à l'heure dans le rappel des titres. Une manifestation qui s'est tenue donc cet après-midi du côté d'Annecy. Et Emmanuel Jaude et Kimberly Trivio étaient dans les rangs du cortège. Ils nous proposent un petit, on va dire, un petit live inside pour voir un petit peu comment ça s'est passé, vu de l'intérieur. Bonjour et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes en plein cœur de la manifestation qui se tient actuellement à Annecy. Là, le cortège vient juste de partir de la préfecture. Vous voyez, près d'1 millier de personnes sont présentes aujourd'hui, donc surtout des fonctionnaires. Plusieurs corps de métier sont réunis aujourd'hui. On va essayer de vous faire vivre en plein cœur cette manifestation. Nous sommes avec le secrétaire général du FO de Haute-Savoie, Monsieur Renaud. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe là actuellement ? Écoutez, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel car c'est la première fois que tous les syndicats de la fonction publique, sur le plan national comme sur le plan départemental, se retrouvent pour cette manifestation et cette mobilisation. Ah, vous m'entendez? Je ne sais pas, il y a du... Bon. Donc c'est plutôt exceptionnel et ça se passe bien. Voilà. Dites-moi, donc en fait, j'imagine que c'est important pour vous de vous réunir aujourd'hui. C'est important parce qu'on voudrait envoyer un signal fort au gouvernement. Les fonctionnaires n'en peuvent plus. Ils en ont marre en permanence d'être montrés du doigt comme une variable comptable ou un critère financier. Les fonctionnaires, c'est des hommes, des femmes qui travaillent tous les jours pour tout le monde, pour l'intérêt général. Donc un peu de respect pour eux quand même, pour commencer. Et puis après, il y a les revendications sur le salaire, les suppressions de postes. Ça va avec. Donc c'est un tout. Droit à un peu de respect et droit à être rémunéré correctement. Je pense que la grève et la manifestation, c'est les deux seuls moyens, enfin pas les seuls moyens de lutte, mais un des seuls moyens de lutte qui permet de créer un rapport de force avec l'État. Alors effectivement, ça fait plusieurs mois que plusieurs secteurs du service public sont en grève et en manifestation, notamment le rail, enfin notamment les cheminots et les cheminotes. On est en train de créer un rapport de force qui, pour l'instant, n'est pas très entendu par le gouvernement, mais on va continuer, on ne va pas baisser les bras et on espère qu'à la fin, on va gagner. Justement, vous vous opposez à quoi ? Alors, on s'oppose à plusieurs choses. Dans l'ensemble du service public, aux suppressions de postes, à la contractualisation des services, au fait qu'il y a une déshumanisation des services publics aussi. Nous, à Solidaire, on est pour une solidarité qui passe par le service public et qui a été instaurée pour ça. Préserver les statuts, c'est d'intérêt général pour tous et toutes les usagers et les usagères. Nous, plus personnellement, dans la fonction publique de l'éducation, on a beaucoup de contractualisation, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de postes ouverts aux titulaires. Donc on se retrouve avec des contrats précaires, de contractuels qui du coup n'ont pas les mêmes salaires, n'ont pas les mêmes conditions de travail. On a une détériorisation des conditions de travail par l'augmentation des élèves, par le manque de moyens, par tout ça, et que en fait, on est sur les genoux, on est fatigué, on n'en peut plus, les élèves non plus. Et je pense que pour l'éducation, on s'en tient à peu près là. On a aussi besoin... Là, une des revendications en Haute-Savoie, je vais préciser, c'est par exemple par rapport à la vie chère en Haute-Savoie. On demande un dégel du point d'indice parce que nos salaires ne sont pas assez élevés pour ce qu'on dépense ici en Haute-Savoie. Voilà, après, il y a sur les conditions de travail, sur tout ça. Je suis actuellement avec Paul Tedesco, qui est représentant de la CFDT. Alors dites-moi, j'imagine que c'est important pour vous. Oui, c'est une journée importante parce que le gouvernement annonce qu'il veut réformer en profondeur le service public et la fonction publique. C'est important qu'on soit écouté puisque c'est les salariés qui savent le mieux le travail qu'ils font, les agents. Et puis il est grand temps qu'on ait au moins une partie des mêmes droits que les camarades du privé. Sur la protection sociale, par exemple, non seulement on n'a pas ni de prise en charge de notre mutuelle, de complémentaire santé, il n'y a pas de prévoyance, mais en plus, dans la fonction publique hospitalière, on a un dispositif qui nous permet d'avoir un peu une prise en charge de
des pertes de salaire quand on a des arrêts longs. Et là, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui dit que c'est pas bien, il faut arrêter ça. Donc on ne peut pas continuer comme ça à faire des économies sur notre dos. Et puis c'est important que les agents puissent être en état de santé et en bonnes conditions pour pouvoir s'occuper des autres. Donc pour vous, j'imagine qu'être présent aujourd'hui, c'était primordial, c'était dans le calendrier. Alors c'est primordial parce que dans le cadre de ces négociations, il faut que le gouvernement se rende compte qu'il ne peut pas faire sans nous et que quand il met en place des négociations, il faut qu'il aille jusqu'au bout et qu'il puisse entendre comment nous, on envisage l'avenir du service public. Je rappelle, vous pourrez voir un reportage complet dans le JT tout de suite après cette émission. On passe à notre instant bande dessinée avec Vincent Poirier, co-gérant de BDFUG. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Alors j'imagine que tu dois être en plein rush là, à quelques semaines du début du festival du film d'animation. Oui, c'est l'événement annécien culturel autour de l'animation, de l'image animée. L'image animée, c'est finalement de la bande dessinée qui a pris vie aussi pour beaucoup. Donc c'est vrai que nous, on est un peu sur le qui-vive et puis on est la boutique officielle en plus du festival. Donc avec on organise pas tous mal les de événements. dédicaces. Ouais, il y a entre 50 et 60 artistes venus du monde entier, des réalisateurs, les réalisateurs d'Indestructible 2, les réalisateurs de Dragon qui vont venir, d'Hôtel Transylvanie, entre autres choses, Ferdinand aussi. Donc et ça va puis drainer pas beaucoup mal de d'auteurs monde. BD, enfin, ça va être assez festif et assez génial comme moment. Et puis, nouveauté cette année, le Shoot the Book Anime, Oui. Une sélection d'ouvrages susceptibles d'être adaptés en film d'animation. Et j'ai vu que parmi cette sélection, il y a 6 bandes dessinées qui sont toutes des coups de cœur de BDFUG. On peut dire que tu as le nez bien creux. Oui, le nez bien creux, c'est pas nous qui avons le nez bien creux, c'est la sélection qui est bien faite. Parce que c'est vraiment des titres de qualité, ils ont tous une identité différente, mais on est incapable même nous de dire ça serait mieux celui-là ou celui-là. Ils sont tous méritants. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. C'est la première édition, c'était Cannes qui fait Shoot the Book normalement tout court, on va dire. Et là, c'est la version anime pour Annecy pour la première fois. 6 BD de qualité, ça fait plaisir. Allez, on débute notre petite sélection, enfin ta petite sélection. On commence avec Les Petites Distances, une comédie romantique fantastique. C'est ça, romantique et fantastique. Les Petites Distances, c'est aussi l'histoire du quotidien en premier abord. Mais c'est aussi l'histoire de Max. Max, un garçon qui aurait tout pour être plutôt attachant, un garçon qui semble normal, sauf qu'il est plus ou moins invisible dans son quotidien. Il évolue, personne ne fait attention à lui, c'est une quantité négligeable presque du quotidien. Et à force, finalement, d'être oublié de tout le monde, il finit par être véritablement invisible. Et c'est là qu'une demoiselle qui a intégré son immeuble récemment et qui semble quand même réagir plus ou moins à sa présence, va devenir son lieu de villégiature. Il va squatter son appartement tout simplement pendant qu'elle est liée et va vivre une relation platonique mais invisible aussi avec cette demoiselle qui est finalement peut-être pas si inconsciente que ça de sa présence. Et c'est vraiment une très très jolie comédie. Ce qui est intéressant, c'est que tout le long, jusqu'à les toutes dernières pages, on est à se dire non mais ok, à la fin ça va tomber à plat, ça va devenir un petit peu gentillet et non, le final vient donner encore plus de sens à tout ce qu'on vient de lire. Et c'est le tout avec un très très beau dessin. Camille Beniamina, un dessin d'une rare élégance. C'est un récit véritablement adulte. En plus, c'est pas quelque chose d'édulcoré, de rose bonbon et cucul à praline. C'est un récit qui a beaucoup de portée. C'est un genre habituel, la comédie en bande dessinée? Oui. En fait, la bande dessinée, on peut offrir autant de genres finalement que le théâtre, le cinéma, et évidemment que le roman, même peut-être un petit peu plus, parce que le médium offre d'autres possibilités. Et c'est vrai que l'invisibilité de Max, malgré tout dessiné, ça donne quelque chose visuellement qui fonctionne extrêmement bien et qui n'aurait peut-être pas eu autant de portée avec un autre médium que la bande dessinée. Ouais. On n'a pas signalé une œuvre signée Véronique Cazot, auteur de Betty Boop, qui avait profondément marqué les esprits l'année dernière. Bah oui, il avait eu le prix même des lecteurs, donc c'était un chouette prix qui était mérité. Surtout pas si évident que ça, parce que c'était une bande dessinée quasiment muette, donc tout fonctionnait sur énormément de ressorts scénaristiques, et puis bien sûr le dessin qui était très bon. Et là, Camille Beniamina, la dessinatrice, habite au Canada, mais sera quelques jours en France prochainement, et on a la chance de la recevoir à la librairie le 23 juin, donc elle vient pas longtemps, pas souvent, faut en profiter pour un très bel album. On enchaîne avec un auteur bien connu, Zep, qui signe son dernier album au titre quelque peu inquiétant, The End. Alors, j'aime beaucoup, moi, faire découvrir plutôt des auteurs inconnus, mais là, il faut reconnaître que Zep, il a fait quand même quelque chose de remarquable. Alors, on le connaît pour Titeuf. Ah, ça n'a rien à voir. Et non, en fait, il prouve qu'il est vraiment un très grand auteur et pas juste un auteur d'humour, ce qui est déjà remarquable, parce que l'humour, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais ici, il nous offre un récit angoissant, pré-apocalyptique, j'ai envie de dire. On est sur des anecdotes réelles, des anecdotes où on nous raconte finalement que les arbres vont peut-être
une vraie capacité à agir au-delà de pensées un peu spirituelles, métaphoriques. Hein. C'est des agissements qui peuvent être même mortels. Et on découvre tout ça avec un vrai scientifique derrière tout ça. Et c'est donc d'autant plus angoissant parce qu'on n'est pas dans quelque chose de complètement sorti d'un chapeau. Il y a des faits historiques et scientifiques qui sont là pour nous dire que peut-être cette fin qui nous annonce, The End, avec un vrai hommage aux Doors tout le long, peut-être quelque chose, j'en dirai pas plus. Comment on peut passer de Titeuf à ça? Quelque chose d'aussi différent, on va l'appeler tout de suite. C'est vrai qu'il faut qu'on sache comment il a fait. C'est très très étonnant parce que c'est pour ça que je dis que c'est un grand auteur véritablement. Parce que même le dessin est très réaliste. On change complètement de la gamme visuelle qu'on lui connaissait. On reconnaît un petit peu le trait qui est très souple de Zep, même si tout est fait au crayon ici. Mais c'est vrai que c'est très très étonnant de voir la portée psychologique qu'il met derrière. Mais c'est ce qui prouve une fois de plus que faire de l'humour en bande dessinée, c'est pas anodin. C'est qu'il y a déjà à la base un vrai travail d'auteur. Et ben là, il nous le prouve en enlevant la partie humour. Bon, il y a deux, trois dialogues qui vont bien, mais c'est surtout la portée, effectivement, même mondiale, terrestre, de ce récit. Je pense qu'on se pose 2-3 questions supplémentaires et qu'on fait un petit peu plus gaffe à ce qu'on fait au quotidien suite à cette lecture. C'est important. On passe à une BD assez atypique, Rat et les animaux moches. Ça ressemble en tout cas, quand on regarde la couverture, à un conte pour enfants assez propre sur lui. Et en fait, est-ce que c'est pas un peu trompeur? Propre, pas tant justement. En fait, tous ces animaux moches, les rats, les araignées, il y a énormément une foultitude d'animaux qu'on n'aime pas, qui nous dégoûtent, qui nous révulsent, qui nous font peur. Mais qui ont quand même, on va dire, un aspect assez sympathique. Sur la couverture. En tout cas, dans cette bande dessinée, on nous prouve que finalement, j'ai envie de dire, le délit de sale gueule, il faut peut-être le mettre un petit peu de côté. Ils sont tous tellement honteux d'être aussi moches qu'ils ont formé une sorte de petite communauté isolée dans la forêt. Et c'est Rat qui débarque au milieu de tout ça, lui-même chassé un petit peu par les humains et autres, qui va se dire mais c'est pas possible, on ne peut pas vivre à l'écart du monde. Peut-être qu'on a quand même notre pierre à apporter à l'édifice. Et finalement, c'est une histoire qui est pleine d'espoir. On peut en tirer un certain nombre de morales ou se contenter d'une super lecture. C'est entre l'album pour enfants et malgré tout un récit très adulte parce qu'il y a plusieurs niveaux justement. Et ça peut être lu très tôt, pour de vrai. Et en même temps, il n'y a plus de limite d'âge derrière. Le dessin est extrêmement élégant. Ça rajoute beaucoup aussi à l'atmosphère globale. Donc que ce soit pour le texte, les dialogues comme ils sont amenés et puis l'atmosphère générale de ces fameux animaux qui sont... tout qu'on ne fait peut-être pas si moche que ça, au contraire, visuellement, graphiquement, extrêmement intéressant, et qui vont donner peut-être autre chose. Et les petits chats, ça marche bien sur Facebook, mais en BD, les rats et autres, c'est pas mal aussi. Ouais. C'est d'ailleurs une des BD qui est sélectionnée pour Shoot the Book Anime, dont on a parlé tout à l'heure. C'est un des 6 volumes, enfin un des 6 titres sélectionnés, et on est très heureux parce que ça fonctionnerait extrêmement bien en animation. On termine avec Mutation, tome 1. Oui. Là, on va dire que c'est une œuvre assez futuriste. Oh bah, ça l'est. On est à nouveau dans du presque apocalyptique. Hein. Notre univers a beaucoup évolué, notre société a beaucoup évolué aussi. L'auteur d'ailleurs s'amuse beaucoup à renverser un petit peu les codes classiques du genre. Notre personnage principal est une jeune femme blonde qui est extrêmement mal acceptée dans la société. Il y a du racisme total. On inverse un petit peu les tendances et je pense que c'est extrêmement intéressant de voir justement l'autre côté du miroir, comment ça fait. Il y a ces aspects-là, il y a l'aspect aussi de la nature qui a repris ses droits, il y a le réchauffement climatique qui a complètement inversé les règles, les pays riches aussi qui sont dépendants aussi de ça, qui ne sont plus les mêmes. En clair, il y a tout qui est réinventé tout en étant quand même sur quelque chose qui nous paraît familier et c'est très perturbant et fascinant à la fois et c'est toute une enquête policière, avec un fond espionnage qui va évoluer dans ce contexte-là. C'est en quelque sorte la suite de Mermaid Project? C'est Mermaid Project qui était la première partie. Il y avait 5 tomes qui avaient été faits, qui étaient finis. C'était déjà la même équipe. Alors, dans l'équipe, il y en a un qui est très habitué du genre science-fiction, c'est Léo. Léo, il fait les mondes d'Aldébaran, notamment. Le monde d'Aldébaran, c'est plusieurs millions d'exemplaires vendus sur le cumul des albums de la série. C'est quelqu'un qui maîtrise extrêmement bien les ficelles de la science-fiction. Il chapeaute tout ce projet et on a Corinne Jamard en co-scénariste qui vient fignoler et apporter à l'ensemble. Et puis le dessin de Fred Simon a beaucoup de vie, à la fois ce côté très classique de la bande dessinée qu'on connaît depuis toujours et en même temps une vraie modernité.
et quelque chose de très adulte qui fait qu'on n'a pas l'impression non plus d'évoluer dans une bande dessinée, j'ai envie de dire, gros nez classique. On a une vraie portée derrière. Donc un peu comme le ZEP, derrière on le referme, on a vécu quelque chose qui nous a déstabilisés, mais qui nous fait revoir le monde un petit peu différemment aussi. Ils seront d'ailleurs en dédicace. Et ils seront en dédicace, tous les deux. Ils accompagneront Timothée Montaigne, dont j'ai déjà parlé ici pour le Troisième Testament, ce vendredi 25 mai à la librairie, toute l'après-midi. C'est noté. Merci Voilà. beaucoup Vincent. Merci, bon courage pour les semaines à venir et on se retrouve le mois prochain. Avec plaisir. Allez, on passe à notre rubrique On en parle. Et on va parler d'un métier qui fait beaucoup parler justement. Béatrice Griot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes magnétiseur. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est qu'un magnétiseur? Un magnétiseur, c'est une personne qui catalyse des énergies et qui les envoie à des personnes qui sont demandeuses. En quoi ça consiste concrètement? Concrètement, en fait, on est dans un univers qui est entouré d'énergie. Et après, il suffit de les sentir. En étant un peu plus sensible, on arrive à les capter. Voilà. Je vais vous citer. Vous avez déclaré « Je suis particulièrement efficace lorsque la situation apparaît comme désespérée ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut de la difficulté pour que vous soyez efficace, comme vous dites? Pas forcément, mais c'est un challenge que je me mets. Quand le cas est vraiment difficile, c'est encore plus motivant. Alors, donnez-nous quelques exemples de cas, de personnes qui peuvent venir vous voir. Quand les personnes arrivent en disant plus personne peut rien pour moi et est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi? Là, voilà, c'est un beau challenge à relever. Dans quel cas de figure particulièrement? Moi, j'ai eu une jeune qui était anorexique et sa maman était complètement perdue parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Et aujourd'hui, elle a retrouvé un équilibre normal. Après, la maladie est toujours en fond, mais elle s'en est sortie et elle a une vie équilibrée aujourd'hui. Comment ça se passe concrètement, le contact avec la personne? Ça se passe comment, dans un cabinet, chez la personne? Comment est-ce que ça se déroule? J'ai différentes méthodes de travail parce que je travaille autant à distance qu'en cabinet. En fait, la personne me donne simplement son nom, prénom et date de naissance. Donc je me connecte sur son énergie et là, je sens tous les points de dysfonctionnement qu'elle a dans le corps. Après, elle me dit pourquoi elle vient et on travaille sur l'ensemble. Et que ce soit à distance ou au cabinet, c'est tout le temps la même manière de faire. Vous arrivez à travailler à distance, à ressentir les choses à distance? Oui, tout à fait. Comment on l'explique ça? Oui, il n'y a pas de frontière au niveau des énergies, je pense que... Voilà. Ouais. D'où est-ce que ça vous vient? Comment est-ce que ça a démarré? C'est quoi? C'est un don? C'est une vocation? Comment est-ce que ça vous est venu? C'est un don qui était là depuis très longtemps. Et puis, lorsque j'attendais mon troisième enfant, j'ai quelque chose qui a fait que j'étais comptable à la base et je me suis orientée sur les énergies après derrière. Ah oui, donc rien à voir. Rien à voir. Ça a quoi? Ça a été une révélation pour vous? Le fait de se dire, voilà, le comptable, c'est pas fait pour moi, j'ai envie de faire autre chose. Ça a été une révélation? C'était un complément, en fait. C'était une évidence pour moi que les deux étaient importants. Et au départ, j'ai fait demi-temps. Et puis ensuite, j'ai arrêté la comptabilité pour faire uniquement les soins parce que j'avais trop de demandes et je ne pouvais plus faire les deux. Comment est-ce qu'on devient magnétiseur? Il y a quoi? Il y a des études? Comment ça se passe? J'ai fait une formation avec un monsieur qui m'a transmis le magnétisme et la géobiologie également. Oui, on va y revenir après. Voilà. Et autrement, après, c'est la pratique. Ouais. Aujourd'hui, j'imagine que vous avez beaucoup de... On dit quoi? Des patients? C'est des patients? C'est des... Non, des clients. Des clients. Vous avez beaucoup de clients aujourd'hui? Oui, ça va. Ouais. Est-ce que vous comprenez que votre métier puisse interloquer les gens? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui peuvent se dire mais c'est des charlatans. Est-ce que vous comprenez oui, tout à cette fait. espèce de mégarde qu'on peut avoir par rapport à votre métier? Oui, je comprends tout à fait. Chacun son avis. Après, je ne suis pas là pour convaincre les gens. C'est quelque chose à vivre. Après, on a un retour sur l'expérience et puis on adhère ou on n'adhère pas. Chacun est libre de ses choix. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, quand vous arrivez à venir en aide à ces personnes par le biais de ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît? Je pense que c'est déjà, au départ de la séance, on voit le regard de la personne, il est tout abattu, tout comme ça. Et puis quand il repart et qu'il est tout droit et puis qu'il a les yeux qui brillent, c'est quelque chose qui est très valorisant. On se dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors vous êtes magnétiseur, mais vous êtes également géobiologue. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que personnellement, je ne connaissais pas ce mot. Qu'est-ce que c'est qu'un géobiologue? C'est l'équilibre des lieux. En fait, je sais pas, vous avez déjà entendu des enfants qui ne dormaient pas dans leur chambre, des choses comme ça. Donc en principe, c'est que les énergies, elles sont pas très équilibrées. Et il faut remettre de l'harmonie et ensuite, ça dégage le lieu.
Voilà, D'accord. donc, en gros, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas, Béatrice Je vous en Griot. prie. Dernière chose, si on souhaite rentrer en contact avec vous, comment ça se passe? J'ai un site, c'est www.beatricegriot.com ou par téléphone. Je D'accord. travaille sur le bassin annécien et à l'extérieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Allez, Fanette est de retour pour le rappel des titres de ce journal. Alors, on a beaucoup parlé dans l'émission, on a vu une petite séquence de Kimberley et Manu. La manifestation aujourd'hui, une journée de grève avec beaucoup de manifestants un peu partout en Savoie-Mont-Blanc, notamment du côté d'Annecy. Voilà, près d'1 millier de personnes, que ce soit à Chambéry ou à Annecy. C'était une journée de mobilisation nationale, 3e journée pour la fonction publique. Donc on a été y faire un petit tour. Et puis une initiative sympathique du côté de Genève avec une épicerie solidaire, participative. Participative, c'est la première à Genève. Donc le principe, c'est très simple, c'est qu'on ne peut pas aller acheter dans cette épicerie si on n'est pas copropriétaire. Donc c'est une coopérative en fait. Donc voilà, il y a déjà 250 copropriétaires alors que l'épicerie a 2 mois seulement. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie demande. Merci beaucoup Fanette. À tout de suite. Avant de se quitter, on va regarder un petit reportage de Kimberley justement sur le permis de jardinier du côté d'Annemasse. 2 mètres carrés maximum, 2 personnes minimum, voici quelques règles à suivre pour obtenir ce permis de jardiner. Valable 1 an, les habitants peuvent cultiver des fleurs, des aromates, des légumes et même des fruits. C'est l'habitant qui recense en fait cette parcelle. Il se dit ben voilà, ça a l'air bien, je vais pouvoir faire mes plantations ici. Il fait sa demande auprès de notre partenaire associatif Terre d'Histoire et d'Avenir. Nous signons la charte, la mairie signe la charte avec lui et il peut cultiver sur cet espace public. Découvrir ou redécouvrir la nature, c'est également l'un des objectifs de ce permis. À travers le jardinage et le maraîchage, les enfants, les adolescents et les adultes vont pouvoir se mettre dans la peau d'apprentis jardiniers. Nous, ça nous parle parce que c'est vraiment la continuité de ce qu'on essaie de prôner dans l'association, c'est-à-dire une sorte de partage, de discussion, de cohésion sociale. Clairement, c'est de la cohésion sociale. Et puis, si ça peut un peu se propager dans Annemasse, on serait très content. Enfin, que ce soit des associations ou des particuliers, je pense que c'est bien. Le permis de jardiner est aussi vu par certains habitants comme un moyen de lutter contre de nombreuses incivilités. Après avoir quitté mon logement, donc j'ai vu qu'il y a des gens qui se garent d'une manière pas respectueuse sur le gazon, qui était abîmé, tout près de chez moi, à l'entrée de l'immeuble. Et puis je me suis dit, ça serait bien de penser à faire un jardin convivial qui va faire du lien entre les habitants. Et raison pour laquelle j'ai écrit un mail à Haute-Savoie Habitat pour faire quelque chose. Et ça tombe bien puisque le projet de permis jardinier a été initié dans le cadre de la politique de la ville à travers le Conseil citoyen. Et donc du coup, je suis très ravi aujourd'hui puisque cette démarche est presque accomplie puisqu'on a signé le permis jardinier. Et je suis très ravi de voir dans le futur proche un jardin bien épanoui avec l'implication de tous les voisins pour un bon cadre de vie. La commune d'Annemasse ne compte pas s'arrêter là. Dans quelques mois, certaines parcelles seront cultivées par des professionnels. Ce projet représente une volonté de réintroduire dans le milieu urbain la production agricole. Et pour rester dans cette thématique de la nature qui s'installe en ville, sachez que les organisateurs du nouveau festival Annecy Paysage ont organisé une conférence de presse, reportage complet de Fanette de Buisson, demain dans le JT. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve donc mercredi pour un nouvel accès direct. Nous parlerons notamment de la restauration du château de Bonneville avec Stéphane Valli, le maire de la commune. Merci à toute l'équipe en régie, merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Passez une très bonne soirée sur 8 Mont Blanc. À demain.